Alors on commence à être familier avec le neurone et la nature des signaux qui y circulent. En effet, on a vu qu'au niveau des dendrites, le neurone pouvait recevoir différents stimuli, excitateurs par exemple, avec l'entrée d'ions de sodium. Et si ces stimuli atteignent un certain seuil, au niveau du cône axonique, on va avoir initiation d'un potentiel d'action. Par ouverture des canaux sodium voltage dépendant, le potentiel devient du coup très positif, et ensuite ouverture des canaux potassium voltage dépendant pour un retour à la normale au potentiel de membrane, potentiel de repos. Mais en attendant, cette vague, cette grosse entrée de sodium qui a été créée lors de l'initiation du potentiel d'action, eh bien, elle circule et elle peut atteindre d'autres régions où des canaux voltage dépendants vont réamplifier le signal, recréer un potentiel d'action, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre les terminaisons axonales. Mais que se passe-t-il à ce niveau-là? Cette information, elle doit être transmise, donc ça peut être à des cellules musculaires, mais le cas le plus fréquent, ça va être à un autre neurone. Et comme on a vu ici, donc ce neurone recevait une stimulation au niveau de ses dendrites, et bien de la même manière, au niveau de ces terminaisons axonales, peut se trouver un autre neurone, donc je le dessine ici avec son axone, ses dendrites. Il peut ici avoir transmission de signal entre la terminaison axonale de ce neurone et la dendrite d'un autre neurone. On va zoomer sur cette petite région qu'on appelle une synapse. Donc au niveau d'une synapse, on a la terminaison axonale, que je représente ici en zoom. Ici c'est la terminaison axonale, donc c'est le neurone qu'on dit présynaptique. C'est la partie présynaptique de la synapse. Et on va avoir de l'autre côté la dendrite d'un autre neurone qui forme la partie postsynaptique. C'est après la synapse, c'est la partie postsynaptique. Et donc cette structure ici, c'est ce qu'on appelle une synapse, avec ici cet espace entre les deux terminaisons, un espace très très fin, qu'on appelle la fente synaptique. Ici c'est la fente synaptique. Et une fente synaptique, c'est estimé à 20 nanomètres de largeur. 20 nanomètres, donc une cellule en moyenne va faire entre 10 et 100 micromètres. Donc ça, c'est 20 nanomètres, c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule. Et donc ce qui se passe au niveau de cette synapse, si on a ici, au niveau de cette terminaison axonale, arrivée d'un signal, donc il y avait les canaux sodium ouverts, qui ont permis de faire rentrer les charges positives, et éventuellement donc ce signal atteint la terminaison. Et au niveau de la terminaison, on a cette fois des canaux calcium. Et au niveau des canaux calcium, donc le calcium est chargé avec deux charges positives, on va avoir donc afflux d'ion calcium dans la cellule. Et cet afflux donc suit le gradient. Il y a effectivement plus d'ion calcium à l'extérieur de la cellule grâce à l'action de pompes à calcium qui sont comme l'était la pompe sodium-potassium qui fonctionne à l'ATP. Donc on a une pompe ATPase pour le calcium. Le fonctionnement est similaire. Il va y avoir liaison d'ion calcium à l'intérieur. Et grâce à de l'ATP qui va permettre de changer la conformation, à fournir l'énergie pour changer la conformation de la protéine, les ions calcium vont être libérés à l'extérieur. Et donc ça va ainsi pomper vers l'extérieur le calcium et créer un gradient donc avec davantage de calcium à l'extérieur de la cellule. C'est pour ça qu'au niveau donc de la terminaison axonale, lorsque les canaux calcium vont être activés, donc les canaux calcium voltage dépendants vont être activés, il va y avoir afflux massif d'ion calcium à l'intérieur de la cellule. Au niveau de cette présynapse, on trouve également des structures qu'on appelle des vésicules. Donc on a déjà un peu parlé de vésicules. Ici, en l'occurrence, ces vésicules peuvent être ancrées à la membrane et sont remplies de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des petites molécules, des petites protéines. Tu as peut-être entendu parler de dopamine, sérotonine ou même adrénaline, qui est une hormone mais également un neurotransmetteur. Et donc ces molécules sont empaquetées dans des vésicules. Les vésicules, elles, sont ancrées dans la membrane par les protéines SNER. Et lorsque le calcium afflue dans la cellule, eh bien, il va se lier sur SNER et changer la conformation de SNER. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. On a ici
une vésicule. Alors les vésicules sont également entourées d'une membrane, comme la membrane cellulaire, qui est une bicouche lipidique. Donc on a cette bicouche lipidique. La vésicule est remplie des neurotransmetteurs. Et on a ici la membrane cellulaire, qui est également une bicouche lipidique. Et pourquoi je mentionne le fait que c'est une bicouche? Eh bien, ça permet à des protéines d'être ancrées dans cette membrane. Et donc, on a des protéines SNER qui sont ici ancrées dans la membrane et également dans la membrane de la vésicule. Et elles vont s'attacher. Elles sont comme ça en interaction. Et lorsque le calcium arrive et se lie à la protéine, il va changer sa conformation. La protéine va rapprocher encore plus la vésicule de la membrane et va en même temps pousser comme ça ici. La membrane va se faire écarter ici et ici. Et ces deux parties vont se faire rapprocher, ce qui va avoir pour effet de fusionner. Donc on va retrouver la vésicule, comme ça, et la membrane, qui vont avoir fusionné grâce aux SNER ici, qui sont complètement rapprochés, et qui vont avoir comme ça collé, rapproché la vésicule et la membrane jusqu'à ce que les bicouches lipidiques fusionnent. Et ça a pour effet de créer cette ouverture, et pour conséquence, de libérer à l'intérieur de la fente synaptique le neurotransmetteur. Et donc on a ces neurotransmetteurs, donc suite à l'action du calcium, les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique et peuvent aller se lier sur la partie postsynaptique, donc la dendrite du neurone suivant, au niveau de récepteurs spécifiques. Donc on va avoir des récepteurs spécialisés dans la réception, la liaison d'un neurotransmetteur donné. Et lorsque le neurotransmetteur se lie dans ce récepteur, eh bien ça peut activer, par exemple, des canaux sodium. Donc cette fois, au lieu d'être voltage dépendant, eh bien, ils dépendent de la liaison avec les neurotransmetteurs. Et on va avoir entrée d'ion sodium. Et c'est ce dont on parlait quand on dit ici stimulation d'une dendrite avec entrée d'ion sodium. Eh bien ça peut être par l'intermédiaire comme ça d'une synapse chimique. On appelle ça synapse chimique puisque ici l'échange d'informations c'est sous forme d'éléments chimiques et non plus électriques. Cette stimulation peut donc avoir effet l'entrée d'ions, et si cela atteint un certain seuil, si cette stimulation est suffisante, eh bien éventuellement déclencher un potentiel d'action dans ce neurone-là. Les récepteurs pourraient également être couplés avec des canaux potassium dépendants, et à ce moment-là, ça aurait plutôt un effet inhibiteur, puisque ça aurait tendance à hyperpolariser, à lutter contre l'éventuellement atteinte de ce seuil de déclenchement d'un potentiel d'action. Donc selon le neurotransmetteur libéré et selon le récepteur présent au niveau de la postsynapse, on va avoir transmission d'un signal excitateur ou inhibiteur vers le neurone suivant. Ainsi, on avait donc un signal qui arrivait ici sous forme de gradient électrochimique, un signal dit électrique qui était transmis dans le neurone sous forme de potentiel d'action, qui arrive à la synapse. Et là, il doit sauter, entre guillemets, il doit être transmis au neurone suivant. Eh bien, il va avoir transition par une synapse chimique. Et pour faire cette transmission, pour pouvoir passer au neurone suivant, eh bien, on va avoir, au niveau de la terminaison axonale, libération de neurotransmetteurs qui vont pouvoir aller réactiver, réinitier un courant électrochimique grâce à l'ouverture de canaux ciblés par des récepteurs dans le neurone postsynaptique. Et ces synapses, on en a, c'est estimé, entre 100 et 500 000 milliards, donc de 100 à 500 000 milliards dans le cerveau, puisque en fait chaque neurone a plusieurs dendrites, et chaque dendrite peut former des synapses, et des synapses ici et là, qui sont connectés à différents neurones, et ce neurone lui-même peut, au niveau de sa terminaison axonale, former des synapses avec les dendrites de plusieurs autres neurones. Donc un neurone peut représenter déjà des centaines, voire des milliers de synapses. Donc ces phénomènes de transmission électrique au sein d'un neurone et d'une transmission chimique entre deux neurones, eh bien c'est la clé pour la transmission neuronale, c'est la clé du fonctionnement des neurones dans notre cerveau.